Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, Tiemokom Elliott Kone, a reçu en audience les ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas. Leur entretien a porté sur la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Des sujets d'intérêt commun ont été passés en revue au cours de ces audiences. On en parle dans cette édition. Projet du métro d'Abidjan, le ministre des Transports Amadou Kone s'est rendu dans la commune de Port-Bouët afin de s'imprégner des avancées observées en matière de libération des emprises devant accueillir la ligne du métro d'Abidjan. Le taux de libération de ces emprises est de 95%. On en parle également dans cette édition. Et puis dans l'actualité internationale, l'ONU met en garde contre de possibles crimes d'atrocité commis dans le Tigré en Éthiopie. Au cours d'un point de presse animé hier vendredi, 2 de ses membres ont évoqué la probabilité que des crimes d'atrocité y soient commis, sans parler explicitement de génocide. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre ce 13 h. Du côté du palais présidentiel, le renforcement de la coopération entre le Canada, les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire était à l'ordre du jour. Des audiences accordées par le vice-président de la République, Tiemokom Elliott Kone, aux ambassadeurs de ces pays résidant en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin a suivi ces audiences accordées par le vice-président Tiemokom Elliott Kone. Ça maintenant. Respectivement, ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas, Anderson Blanc et Yvette Daoud ont tour à tour échangé avec le vice-président de la République ce vendredi au palais présidentiel. Selon le diplomate canadien, l'entretien avec le vice-président Tiemokom Elliott Kone s'inscrit dans le cadre de l'excellence des relations bilatérales sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant à divers niveaux. Nous avons échangé sur le fait que notre relation, c'est vraiment personne à personne, et ça se définit dans le leadership de la Côte d'Ivoire, le leadership régional, le leadership économique et aussi le leadership en termes lorsqu'on parle d'autonomisation de la femme, donc l'égalité des genres. On a aussi parlé sur le point de la sécurité, qui est un thème très important pour nous. Et encore une fois, on voit l'Académie de Jacquesville, le leadership de la Côte d'Ivoire, et on veut aider, on collabore à ce niveau-là et on veut aller encore plus loin. Donc, on veut vraiment participer, collaborer, des relations gagnantes-gagnantes au niveau économique, mais au niveau aussi de la sécurité, au niveau aussi du développement, que ce soit au niveau des étudiants qui vont aller étudier au Canada, qui vont acquérir des compétences et ensuite revenir faire profiter à la Côte d'Ivoire ces compétences pour aider au développement de la Côte d'Ivoire. Quant à la diplomate des Pays-Bas, elle dit être venue rendre une visite de courtoisie au vice-président. Visite qui, pour elle, a été l'occasion d'exprimer l'intérêt que les Pays-Bas attachent, notamment à la culture du cacao ivoirien, l'un des meilleurs sur le marché. Le vice-président a été gentil de me recevoir en visite de courtoisie ce matin. Donc, je lui ai parlé de certaines choses qui sont importantes pour les Pays-Bas. Je lui ai raconté que nous sommes le premier pays dans le cacao en Côte d'Ivoire. Le cacao d'ici vient chez nous. On a un grand intérêt à travailler surtout aussi avec les producteurs de fèves de cacao. En outre, je lui ai parlé d'un système anti-palu qui a été inventé par une entreprise néerlandaise et testé autour de Waké, qui donne 40% de moins de palu qu'on peut installer dans les maisons. L'ambassadeur des Pays-Bas a par ailleurs ajouté que ce genre de visite est la preuve que son pays reste déterminé à toujours œuvrer aux côtés des autorités ivoiriennes et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Fin de la 10e édition de la CGC Academy en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Ce moment de rencontre initié par le patronat ivoirien en vue de promouvoir l'entrepreneuriat et offrir l'occasion au pays de présenter ce qu'il a de mieux en vue de susciter l'investissement. Ce rendez-vous s'est tenu en même temps que le forum de l'Alliance des patronats francophones, dénommé les rencontres des entrepreneurs francophones. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Pour la cérémonie de clôture de cette 10e édition de la CGC Academy, le pays présente au monde son potentiel économique autour du thème « Investir en Côte d'Ivoire ». On a affaire à un pays qui a une résilience face aux chocs extérieurs et qui est un pays attractif. Santé, commerce, industrie, information, communication, numérique, construction, l'attractivité est notable dans tous les secteurs.
Nous sommes un pays relativement jeune. La dynamique urbaine, elle a été surtout renforcée au cours des 10 dernières années. Et donc, il y a encore des besoins relativement importants dans toute la chaîne d'approvisionnement du secteur de la production de bâtiments et de logements. Pour ce qui concerne les infrastructures industrielles, en termes d'opportunités, c'est bon de savoir que sur Abidjan, nous avons une zone industrielle que nous appelons Abidjan PK24 de 1000 hectares. Sur San Pedro, c'est une zone industrielle de 500 hectares. Fekessédougou, environ 500 hectares. Yamoussoukro, 750 hectares. Et Bonois, 329 hectares. Donc, pour ces différentes zones industrielles, nous sommes à la recherche des partenaires à travers des partenariats publics-privés, en tout cas pour travailler, pour ceux qui souhaitent en tout cas investir dans ces secteurs-là. Les efforts qui ont été faits par le gouvernement ont permis d'assurer environ la couverture en électricité de 80% du territoire national. En eau potable, nous sommes à 80% en zone urbaine et 70% en zone rurale. Venez investir en Côte d'Ivoire, un pays stable qui vous offre de l'électricité de qualité, qui offre de l'eau et qui a de belles infrastructures routières. Cette édition de la CGCI Academy, tenue de concert avec le Forum de l'Alliance des patronats francophones dénommé REF, aura permis au grand bonheur des participants d'explorer des partenariats efficaces. Le business, entre guillemets, où les affaires sont en marche au sein de l'espace francophone et je m'en réjouis, ça mérite, je crois, une salle d'applaudissements pour tous ces entrepreneurs. Pour le patron de la CGCI, la vision est unique, se mettre ensemble pour aller plus loin en vue d'un développement accéléré au bénéfice des peuples. Je tire personnellement de ces 2 jours de travaux 2 principaux enseignements. Le premier est celui de la lourde responsabilité historique que nous avons désormais, nous, entrepreneurs francophones, de faire émerger une vraie francophonie des affaires. Le deuxième enseignement, ensemble, entrepreneurs ivoiriens, africains et francophones de tous les continents, nous irons certainement plus loin pour un développement accéléré, équitable et inclusif au bénéfice de tous nos peuples. Renforcer la compréhension des enjeux du secteur privé, renforcer l'état de droit pour sécuriser les investissements, affirmer une volonté politique forte pour le développement industriel sont entre autres résolutions adoptées. Au moment où nous nous apprêtons à refermer cette 2e rencontre des entrepreneurs de la francophonie, je voudrais insister sur 3 aspects qui me paraissent primordiaux pour le succès de notre entreprise commune. Le premier aspect qui doit irriguer la tonalité de notre état d'esprit, de nos réflexes, de nos axes, c'est le goût de la prise de risque. Le deuxième aspect, c'est l'optimisme. Le troisième et dernier aspect, sur lequel je veux insister et qui peut paraître contre-intuitif dans un sommet réunissant des entrepreneurs et l'Alliance des patronats francophones, c'est le rôle dévolu à la puissance publique. Oui, les succès de nos entrepreneurs ne sont et ne seront jamais des succès solitaires. Et ils sauront se multiplier parce que les États de la francophonie sauront les accompagner. La 10e édition de la CGCI Academy autour du thème « Quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ?» referme ses portes ce vendredi. 16 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque remis par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, à 2 nouvelles agences numériques créées par des jeunes diplômés de l'ISTC. Un appui financier pour accompagner ces jeunes entreprises spécialisées en création numérique et en intelligence artificielle, des startups qui ont également reçu des documents constitutifs de création. À présent, à cette cérémonie de remise de chèques, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Patricia Mouetia, nous en parle. 2 sociétés numériques créées par des jeunes étudiants entrepreneurs de l'ISTC qui s'investissent dans les domaines de la réalisation, de support, de communication et à la conception de solutions informatiques. Cette rencontre est l'aboutissement de l'engagement pris par le ministre Adama Camara lors des journées scientifiques de l'ISTC. Donc déjà à l'école, ils apprennent à créer des entreprises virtuelles certes, mais entre la réalité de la virtualité et la réalité du terrain, il y a juste quelques espaces qu'il faut savoir aménager. Visotech, c'était d'abord une entreprise virtuelle
qu'on a créé pendant les pratiques professionnelles à l'ISTC Polytechnique. On était chargé de créer un système de vidéosurveillance intelligente. Dans un esprit de solidarité gouvernementale, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a salué cet engagement du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui vient témoigner dans cet élan la volonté du président de la République à accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Nous verrons au niveau du ministère de la Communication et de l'Économie numérique comment vous pouvez bénéficier de l'encadrement de la Fondation Jeunesse Numérique qui a des espaces de coworking. Je vous exhorte à travailler. La valeur la plus importante que vous devez privilégier, c'est le travail. Vous devez aimer le travail. Vous devez aimer ce que vous faites. Les 40 étudiants diplômés de l'ISTC, regroupés au sein des deux nouvelles sociétés que sont Visiotech et Zaouli, ont été exhortés à œuvrer pour un intérêt commun. Le ministre Adama Kamara a également pris l'engagement de payer la cotisation à la couverture maladie universelle CEMU des membres de ces deux sociétés sur un délai de 12 mois et les a exhortés à souscrire au régime social des travailleurs indépendants afin de bénéficier d'une pension de retraite à l'instar des autres travailleurs du secteur privé. Hier vendredi, dans la commune du Plateau, un véhicule minicar a été remis au centre de réinsertion des mineurs de la ville de Bouaké. Un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Objectif, garantir l'épanouissement des enfants tout en leur offrant une insertion socio-professionnelle. Astotoré. Un véhicule flambant neuf pour le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, don de la première dame Dominique Ouattara. Cette action pour contribuer à la protection des tout-petits tout en veillant à leur bien-être et surtout leur réinsertion dans le tissu social. Ce véhicule également permettra d'assurer la mobilité des pensionnaires. Il y a quelques mois, à la faveur de la journée de l'enfant africain, Madame Dominique Ouattara dotait ce centre d'un véhicule. Ce jour, Madame la Première Dame fait à nouveau la preuve de son immense générosité et de son souci constant du bien-être des enfants en offrant un minicar au centre de réinsertion des mineurs pour assurer la mobilité de ses pensionnaires. Madame la représentante de la Fondation Children's of Africa, je vous prie de traduire à Madame la Première Dame toute notre gratitude pour ses actions en faveur de la protection des enfants. Vous voudrez également lui faire part de notre détermination à poursuivre à ses côtés le combat de l'épanouissement des enfants. La protection des mineurs est une préoccupation constante du gouvernement. Cette protection, qui revêt plusieurs formes, vise à garantir leur plein épanouissement. Après avoir réitéré ses remerciements à l'endroit de la Première Dame pour ce geste hautement symbolique en faveur des mineurs, le minicar a été remis des mains du garde des Sceaux à la directrice de la promotion des droits de l'enfant et de la jeunesse. C'est une joie renouvelée pour moi de recevoir ce jour, au nom de ce centre de réinsertion, un tel véhicule. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, ces appuis institutionnels importants au ministère de la Justice ne sont que la résultante de votre leadership et de votre management à la tête de ce département ministériel. Avant de prendre congé, le garde des Sceaux a exhorté les récipiendaires à faire bon usage du présent reçu. Et nous le disions dans les titres, il y a quelques instants, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est rendu dans la commune de Port-Bouët afin de s'imprégner des avancées observées en matière de libération des emprises devant accueillir la ligne du métro d'Abidjan. Le taux de libération de ces emprises est de 95%, occasion pour le ministre d'annoncer de nouvelles mesures qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Mamadou Kouassi. Les travaux de construction du métro d'Abidjan démarrent effectivement à la mi-décembre 2022. Mais avant, le ministre des Transports est sur le site déjà libéré pour la réalisation du projet. Une visite à bord d'une draisine qui lui a permis de se rendre compte des travaux réalisés avant la date butoir du 30 novembre 2022. Quasiment à plus de 95%, les emprises ont été libérées. Donc je voudrais
remercier l'ensemble de nos compatriotes, toutes nos équipes qui ont travaillé sur ça. C'est un pas déterminant donc, qui est en train d'être posé. Évidemment, quand on aura finalisé un certain nombre d'études qui sont encore en cours, que vous avez dû constater tout à l'heure, on pourrait modifier, ajouter encore quelques bâtiments, rien de grave. Donc on peut considérer que les délais pour la libération des emprises seront tenus. Seuls quelques 145 ménages impactés par le projet dans la commune de Port-Boué restent à déguerpir. Le ministre Amadou Kone a saisi l'occasion de son passage dans la commune pour échanger avec ces populations. Elle réclame une révalorisation du coût d'indemnisation estimé à 45 millions de francs CFA par ménage. Au moins, c'est la réalité là. 90 millions. 4 pièces. Allez dans nos maisons. Vous nous donnez 45 millions. Hein? 45 millions là. On peut payer une maison aujourd'hui à 45 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le ministre des Transports rassure les populations sur les différents délais. Tous ceux qui sont impactés par le projet donc, seront dédommagés. Sur Port-Boué, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont déjà été payés à des personnes impactées. Il ne reste pas grand-chose. Tout s'est bien passé un peu partout. Tout le monde a coopéré, les entreprises, les ménages, tout le monde a coopéré. Et qu'il faut qu'eux aussi, donc à leur niveau, pour ceux qui sont concernés, coopèrent. Donc ils ont jusqu'au 10 novembre pour finir donc, les négociations. Parce que nous avons 2 à 3 semaines de démarches administratives pour payer les indemnisations. Ceux qui ne viendront pas ne vont pas non plus bloquer le projet alors que des milliers donc, de personnes ont déjà été déplacées. Ils ont jusqu'au 30 novembre donc, pour régler donc, leur situation. Passé ce délai, nous sommes obligés de libérer totalement l'emprise. L'opération de déguerpissement de l'emprise du métro d'Abidjan a démarré le 20 août 2021. Une opération qui touche plus de 10 000 personnes d'Aniama à Port-Boué pour un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 28 octobre 2022 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 426 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 9 guéris, 0 décès. À la date du 28 octobre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 753 cas à confirmer, dont 86 903 personnes guéries, 827 décès et 23 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 641 754 le 27 octobre 2022. 11 103 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 20 657 704 doses du 1er mars 2021 au 27 octobre 2022. Le dossier de cette édition consacré à un focus sur le CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Mission assignée à ce centre, lutter contre différentes formes de cancer, y compris le cancer du sein. À tenir quelques chiffres, par exemple, en 2020, selon l'OMS, 685 000 femmes ont perdu la vie du fait de cette maladie. En Côte d'Ivoire, 1179 personnes atteintes du cancer du sein ont été complètement prises en charge par le CNRAO. Alors question, comment fonctionne-t-il et pour quelle prise en charge du cancer du sein? Gros plan sur ce centre dans cet élément signé Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. Faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer du sein n'est plus un drame. C'est la devise portée par le gouvernement. Une devise que ces quelques 150 employés du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO s'attellent à mettre en pratique quotidiennement. Ce centre offre la majorité des traitements spécifiques au cancer du sein, au nombre desquels la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement qui utilise des molécules qu'on met dans les perfusions, qui passent par perfusion et qui vont détruire les cellules du cancer. C'est dans cette salle de 8 box que se déroulent les séances de chimiothérapie. En moyenne, 40 patients sont reçus ici par jour. Sur les murs sont gravées des phrases de motivation, de quoi booster l'espoir de ces patients déjà éprouvés physiquement, moralement et surtout financièrement par la maladie. Beaucoup de patients qui viennent ici qui n'ont pas vraiment les moyens. Et quand on leur dit que le CNRAO permet aux patients de commencer leur traitement, même s'ils n'ont pas l'argent,
et donner la possibilité aux patients de payer à leur rythme. C'est un grand soulagement. Les facilités de paiement du CNRAO, Rachel en a bénéficié. Diagnostiquée à 27 ans d'un cancer du sein, elle suit ses séances de chimiothérapie sans aucune bourse conséquente. D'abord, tu tombes malade parce que tu entends le coup. Tu retombes malade lorsque tu ne peux pas payer. Mais là, on te dit que tu peux. Tu peux même te soigner. Et puis même si ça va mettre 2 ans, ça va mettre 3 ans, tu payes un peu à ton rythme. Mais ça ne fait que te guérir. Comme Rachel, des centaines de femmes atteintes du cancer du sein ont été prises en charge au CNRAO, bien que n'ayant pas la totalité du montant requis pour leur traitement. Le coût global de leur facture du 25 janvier 2018 au 31 juillet 2022 s'élève à 2 416 millions de francs CFA, tous subventionnés par l'État. Un autre dispositif mis en place pour soulager les victimes du cancer, l'unité de radiothérapie. C'est cet appareil qui permet de faire les traitements de radiothérapie. On l'appelle un appareil de VMAT. À l'heure actuelle, c'est la technique de radiothérapie la plus avancée. Qui permet de faire un traitement en tenant compte de la forme de la cible à irradier. Ce plateau technique a réussi à convaincre Madame Moustapha. La quinquagénaire, touchée par le cancer du sein en 2017, envisageait se rendre au Maroc pour sa radiothérapie. Un projet qu'elle abandonne finalement en se tournant vers le CNRAO. Le coût au Maroc est plus élevé pour la radiothérapie d'abord. Vous allez payer le billet, vous allez payer l'hôtel, vous allez vous faire accompagner par quelqu'un. Je ne regrette en rien de ne pas aller au Maroc pour me faire traiter, pour faire la radiothérapie. Parce qu'au CNRAO, ici, tout est complet. Outre les méthodes spécifiques de traitement du cancer du sein, le centre instaure des soins d'accompagnement. Au premier rang, l'assistance psychologique. Vous savez, le sein, il est symbole de féminité. Il est aussi symbole de maternité, mais il est aussi symbole de sexualité. Alors, lorsque cet organe est touché, c'est toute l'identité de la femme qui est touchée. Elle se dit qu'elle n'est plus une femme. C'est la raison pour laquelle nous écoutons ces personnes, nous essayons de comprendre quelles sont leurs angoisses pour pouvoir les accompagner avec le soutien psychologique. La pathologie affecte bien souvent le physique des malades. Cette cabine, baptisée la Maison Rose de la Beauté, est justement implantée pour les maintenir en beauté. Nous voulons leur faire comprendre que la vie n'est pas terminée. Qu'elles fassent des soins de beauté, des soins de peau, des nettoyages de peau, manicure, pédicure, bref, tout ce qu'on fait dans un salon de beauté, nous l'avons à disposition ici. C'est pour elles et ça leur permet justement de savoir qu'elles ne sont pas terminées et de revaloriser leur estime de soi. Il y a de cela 2 ans, Madame Moulard, affectée par la maladie, perdait ses cheveux en raison de la chimiothérapie. Sa chevelure reprend du volume grâce à la trichologie. J'ai oublié que j'étais malade. J'ai une tête, je me coiffe normalement, j'ai refait des dreads parce que c'est ce que j'aime. Et je me dis que ça va pousser, ça sera encore plus long. J'ai l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir. Et avoir l'espoir de voir ses cheveux pousser, c'est qu'on a l'espoir aussi de savoir qu'on va guérir de la maladie. 1179 cas de cancer du sein sont traités au CNRAO depuis son ouverture le 25 janvier 2018 au 31 mars 2022. À ce jour, des médicaments anticancéreux sont octroyés gratuitement aux patients par l'État de Côte d'Ivoire. Ces médicaments-là permettent qu'on ne peut pas tuer une cellule, de la faire dormir. Et tant qu'une cellule du cancer dort, elle n'est pas dangereuse. Prestations de qualité, plateau technique de pointe, accessibilité financière, autant de facteurs qui font aujourd'hui la renommée du CNRAO. En 2020, on dénombrait 3306 cas de cancer du sein en Côte d'Ivoire. À ce jour, la prise en charge du cancer s'élève à 3,5 milliards de francs CFA, dont 2,4 milliards pour les particuliers non assurés et 1,1 milliard de francs CFA de prise en charge institutionnelle à 100% délivrés par l'État. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un autre centre de radiothérapie est en voie de finition à Grand Bassam. Le message à l'endroit des populations reste le même, se faire dépister tôt afin de gagner le combat contre le cancer du sein. Un reportage de Khalid Diomandé commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Parlons à présent de cette action de solidarité initiée par Maferima Bamba, la première vice-présidente du cancer régional du Ourodougou, qui a offert plus de 200 kits scolaires aux enfants de l'association des femmes du Woroba résidant dans la commune d'Abobo. Un don pour permettre à ces femmes d'affronter sereinement la rentrée des classes. C'était à la salle de mariage de la mairie de la commune d'Abobo. C'est Forazé qui nous en parle.
La directrice générale adjointe des impôts, par ailleurs première vice-présidente du conseil régional du Ouorodougou, a fait parler son cœur à Abobo. Ce sont plus de 200 kits scolaires composés de sacs, livres, cahiers et autres fournitures scolaires qui ont été distribués aux enfants des membres de l'association des femmes du Woroba de la commune d'Abobo. Un soulagement pour ces familles. Au cours de cette cérémonie, Maferima Bamba a lancé un message de cohésion et de paix à tous les cadres de la région du Ouorodougou, gage du développement. Maferima Bamba a exhorté les parents d'élèves à encadrer et aider leurs enfants dans les études. Elle les encourage à poursuivre la scolarisation sans choix ni préférence entre les filles et garçons afin de leur donner les mêmes chances de réussite, car selon elle, tous ont droit au savoir et à l'éducation. Le maire de la commune de Transua a procédé à l'inauguration d'infrastructures scolaires dans 6 villages de la commune. 7 bâtiments de 3 classes, 3 salles de classe plus bureaux ont été construits dans ces villages afin de permettre aux enfants d'avoir accès à l'éducation et cela à proximité de leurs parents. Herman Yamia. 7 bâtiments de 3 salles de classe plus bureaux chacun construits dans 6 villages de la commune de Transua. Il s'agit entre autres des villages de Kassan, de Kouaini-Kro, de Sikasua et de Matemangua. Cette œuvre est du conseil municipal de Transua qui démontre ainsi son engagement à s'inscrire dans la vision du gouvernement qui est de rendre l'école obligatoire pour tous les enfants ivoiriens en mettant à la disposition des villages des infrastructures scolaires. Quand j'ai commencé, j'ai fait d'abord notre diagnostic. J'ai vu la situation de notre région, les mots qui minent le développement de notre région, c'est le manque d'éducation, de formation. Il fallait s'attaquer à la formation. Tano Isaac, qui fait de l'éducation et la santé ses priorités, a exhorté ses parents à participer aux opérations d'audience foraine afin de permettre à leurs enfants de disposer d'extraits de naissance pour être inscrits à l'école. Recevant les clés des différents bâtiments, les populations ont exprimé leur gratitude au maire et à son conseil municipal. Elles se sont engagées à scolariser tous leurs enfants, filles comme garçons, afin de leur donner les mêmes chances de réussite scolaire. Cependant, monsieur le maire, nous avons quelques doléances à faire, à savoir l'équipement du bureau du directeur, c'est-à-dire un bureau complet, un ordinateur avec une imprimante, un compteur parce que nous avons reçu l'électrification des salles. Parrain de cette cérémonie de remise d'infrastructures scolaires, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani s'est fait représenter par le député de Tanda Kwanda Inoussou. C'est des mots de félicitations à l'endroit du maire et du conseil municipal de Transua pour tous ces efforts qui sont faits pour le bonheur de nos populations et surtout pour l'éducation de nos enfants. Le préfet de Transua a dit sa satisfaction de voir ces salles de classe ouvertes pour le bonheur des enfants avant de demander aux populations de prendre soin de ces infrastructures mises à leur disposition. Et dans la ville de Korogo, le coup d'envoi des finales des 3e Jeux universitaires a été donné par le préfet de région de Korogo qui représentait pour l'occasion le ministre de la Communication de l'économie numérique Amadou Coulibaly. 13 universités, grandes écoles sont présentes dans la capitale du Poro. 561 athlètes vont s'affronter dans 6 disciplines. Reportage. Et c'est parti pour les finales OASU du supérieur. Un coup d'envoi donné par le préfet de région de Korogo, André Ekponou Assoumou. Quelqu'un a parlé de ce que cette cérémonie soit éclatante, mais je n'en doute pas. Parce que quand je vois la qualité des équipes, quand je vois la qualité des personnes qui sont là, je suis sûr, à l'OASU, c'est nous les champions. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la 3e édition des Jeux universitaires. Une belle cérémonie qui a démarré par la libation des chefs coutumiers et un défilé des différentes délégations venues des différentes universités du pays. Une grande fête du sport universitaire saluée par le directeur général de l'OASU. L'organisation de cette édition est en soi une évaluation de la mise en œuvre d'un aspect du projet de société du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. 13 universités et grandes écoles de Korogo, Daloa, Yamoussoukro, Man, Bouaké et Abidjan sont présentes dans la capitale du Poro pour tenter de s'offrir chacune le titre national.
4 jours de compétition dans 6 disciplines, le football, le handball, le basketball, le volleyball, l'athlétisme et le rugby à 7 sont au programme. 561 athlètes, 79 encadreurs et 47 officiels vont être les principaux acteurs de ces finales, dont le coup d'envoi a été donné au handball par le préfet de région de Korogo, représentant le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Reportage de Seydou Koulibaly, commenté par Jean Silver Esso de la rédaction sportive. En Centrafrique, Danielle Darlan, la présidente de la Cour constitutionnelle démise de ses fonctions, a adressé une lettre au président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Danielle Darlan explique que les décrets qui ont mis fin à ses fonctions de présidente de conseil constitutionnel et à celle du juge Trinité Bango Sangafio n'ont malheureusement pas de base légale. Danielle Darlan cite ensuite l'article 102 de la Constitution selon lequel les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat qui est de 7 ans. Pour la juge, les conséquences de ces violations de la Cour constitutionnelle se répercuteront sur la légitimité et la crédibilité de la Cour. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec New York, où la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie a présenté son rapport à l'Assemblée générale de l'ONU au cours d'un point de presse animé hier vendredi. 2 de ses membres ont évoqué la probabilité que des crimes d'atrocité soient commis, sans parler explicitement de génocide. Notons que sur le terrain, alors que les pourparlers entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré continuent en Afrique du Sud, les combats se poursuivent. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.